Amis réfractaires, aujourd'hui on va discuter un petit peu de la situation en Iran. Alors je sais pas si tu es au courant, mais en gros tu as eu une jeune qui a été tuée en garde à vue pour avoir mal porté son voile. En réaction, de nombreuses femmes sont sorties dans la rue, brûlant leur voile que le gouvernement impose depuis 1983 avec un slogan « Femme, vie, liberté ». Et dès le deuxième jour, elles ont été rejointes par des milliers d'autres manifestants, des dégagistes qui se mobilisent depuis contre le gouvernement avec comme slogan « Mort à la dictature ». Faut dire que là-bas, l'inflation est à 60%, les injustices et les inégalités sont criantes et qu'il devient juste impossible de vivre. Bref, comme un peu partout dans le monde, c'est une violence de trop qui mobilise les foules contre leurs dirigeants. On ne parle donc pas là de rassemblements qui sont juste féministes, c'est une vraie révolte contre le gouvernement, bref, ça déborde. Donc la question qu'on va se poser, c'est pas de savoir si oui ou non on soutient ce mouvement parce que 1, oui, et 2, ça leur fait une belle jambe que des Français les soutiennent sur YouTube. Non, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est réfléchir. Voilà, c'est le projet. Je sais pas si ça vous tente. On va essayer de réfléchir, c'est-à-dire de faire ce que les journalistes en France ne font pas. Enfin, les journalistes, surtout les journaleux, notamment les petits bourges de Libé, par exemple. Pour eux, l'analyse est pliée en une phrase. Le gouvernement iranien réprime les femmes, donc les femmes se révoltent, et nous, on doit soutenir les femmes parce qu'elles sont courageuses. Et vu que c'est une révolte de femmes qui rêvent juste des valeurs occidentales de liberté parce qu'elles sont incroyables, en fait, c'est pas nécessaire d'analyser la situation d'un point de vue politique. Il suffit de faire des éditos un peu flingués de Bourges, et si t'es pas d'accord avec ça, tu soutiens la dictature, on connaît le truc. Tu le retrouves pareil en Ukraine, c'est des Ukrainiens qui se battent pour la liberté, donc on doit les soutenir, et pareil à Taïwan, ils luttent contre une dictature chinoise, donc il faut les soutenir. Mais ils ont pas totalement tort dans ce qu'ils disent en Iran, tu vois, c'est juste qu'en fait ils oublient tellement d'éléments et d'articuler tellement de choses qu'au final on se retrouve avec un truc totalement boiteux. En fait, quand tu oublies l'essentiel, t'as beau parler et dire des trucs qui sont un peu vrais, pas très intéressant quoi. Par exemple, ils oublient de parler que les États-Unis imposent un blocus contre l'Iran. En gros, si une entreprise dans le monde travaille avec ce pays, cette entreprise doit payer des amendes de plusieurs milliards de dollars au trésor états-unien, comme c'est arrivé avec BNP Paribas ou avec Peugeot. Et s'ils ne payent pas, ces entreprises sont interdites de commercer avec les États-Unis, de poser le pied aux États-Unis ou d'utiliser des systèmes bancaires comme Mastercard. En gros, ils mettent la clé sous la porte. Ce genre de blocus économiques ont été initiés à Cuba, et c'est des choses qui sont aussi effectives à Gaza par exemple. Et si les États-Unis font ça, c'est parce que après que l'Iran ait été un pays satellite des États-Unis, que les États-Unis ils ont investi énormément et industrialisé le pays pour pouvoir exploiter tranquillement le gaz là-bas, et en fait l'Iran se sont révoltés avec une révolution en 79 qui a été contre les possesseurs et la bourgeoisie états-unienne. Le gaz qui avait été exploité par les États-Unis jusque-là se retrouve alors dans les mains de la bourgeoisie iranienne cette fois, pour faire en sorte que les milliards de profits du gaz n'aillent pas dans les mains de quelques États-Unis, mais dans les mains de quelques Iraniens. Voilà. Ça change beaucoup de choses. Ils refusent de coopérer avec les entreprises états-uniennes ou même de suivre les intérêts géopolitiques états-uniens dans la région, contrairement à l'Arabie Saoudite par exemple. Alors l'Iran n'est pas socialiste comme on peut dire que Cuba est socialiste. Mais en fait les États-Unis n'ont pas besoin qu'un pays soit socialiste pour les attaquer. C'est juste que en fait le commerce du gaz iranien passe sous le nez des États-Unis. Ils n'arrivent pas à conquérir ce marché-là et donc ceux qu'ils ne peuvent pas conquérir, il l'étouffe. Et c'est le principe du blocus, étouffer une économie pour ne pas avoir un concurrent économique trop fort dans la région. Niveau militaire, récemment, tu as les États-Unis, Israël, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui ont créé l'OTAN moyenne-orientale. C'est une alliance militaire très forte avec les États-Unis à sa tête qui met ouvertement la pression à l'Iran. Israël menace régulièrement de bombarder le pays quand à côté l'Iran développe sa bombe nucléaire. Et ça, c'est une escalade militaire qu'on avait déjà décrite dans une précédente vidéo. Là aussi, si les États-Unis font ça, c'est parce que l'Iran représente un impérialisme régional qui refuse de servir directement le bloc états-unien. Il s'allie avec la Syrie, le Liban, s'associe avec la Chine et la Russie et finance des opposants aux États-Unis au Moyen-Orient. La riche histoire d'ailleurs de l'Iran, l'Irak et les États-Unis illustre bien la rivalité et le danger que représente le régime iranien pour les intérêts états-uniens. Bref, en Iran, ça fait des années que la guerre économique a lieu et que la guerre militaire se prépare. Le peuple iranien a donc en réalité deux adversaires. Son gouvernement autoritaire, religieux et liberticide, et en même temps, à côté, les États-Unis, le bloc états-unien, qui va tout faire pour se servir de cette révolte-là, pour dégager le gouvernement en place et soumettre le pays. Et souvent, les médias, ils oublient
cette chose-là, de parler de ces deux adversaires. Ils en citent qu'un, mais pas deux. La soumission, c'est quoi ? Concrètement, ça passera par un nouveau gouvernement issu des révoltes qui votera des lois, par exemple, de libéralisation de son marché du gaz pour revendre son industrie énergétique aux États-Unis, pour vendre une grande partie des terres à des promoteurs étrangers, pour rendre dépendant le pays des capitaux et de l'industrie étrangère, comme ça s'est fait très souvent avec les pays du Sud. On avait vu l'exemple dans une autre vidéo du Sri Lanka qui, une fois sous domination du FMI, a vu sa société être totalement détruite et déstructurée par des plans d'austérité de fou. Et en plus de ça, son économie être totalement orientée dans l'export de caoutchouc et de thé et dans l'importation de touristes étrangers aussi, ce qui a brisé totalement son autonomie alimentaire et industrielle. Et du coup, pas le choix, il faut s'aligner sur l'intérêt de ceux qui te nourrissent et te filent du fric. Et du coup, adieu l'indépendance. Alors qu'aujourd'hui, l'Iran a les ressources pour espérer être bien plus qu'un pays satellite d'un impérialisme étranger. L'exploitation de leur gaz pourrait être utilisée pour enrichir la population et développer plein d'industries et assurer une forme d'abondance à la population, ce qui serait impossible si les profits des principales industries énergétiques finissent dans les mains étrangères, rendant totalement dépendant le pays des importations pour vivre. Après, tu me diras peut-être qu'on a tendance à exagérer au canard et qu'on voit des révolutions socialiste contre les États-Unis dans un pays où c'est juste une révolution culturelle qui est en train de se passer. Sauf que non, parce que, encore une fois, on a un cerveau dans la tête et il nous sert à réfléchir. Regarde, les gens en Iran ressentent dans leur chair depuis des années la violence sociale criminelle que représente le blocus. Ça fait des années qu'ils vivent avec des pénuries de partout. L'inflation à 60% que se prend l'Iran est en grande partie due à cette guerre économique meurtrière que leur imposent les États-Unis. Et les premières à s'en rendre compte, c'est les femmes qui, là-bas, culturellement, gèrent les foyers. D'où aussi le fait qu'elles se révoltent et reprennent des slogans dégagistes, parce que la colère n'est pas que sociétale ou culturelle, elle est profondément politique et économique. Ce qui fait qu'il y a un vécu d'années de souffrance qui pousse le mouvement contre son gouvernement oppressif qui détourne le pognon pour les petits fours des milliardaires et qui bute les jeunes du pays, et contre la violence impérialiste des États-Unis. Et c'est ce qu'on voit concrètement en manif. D'où le fait de ne voir qu'un mouvement féministe là-dedans, si c'est pas totalement faux, c'est quand même totalement bête. Et puis surtout, en fait, faut pas les prendre pour des cons, ces gens-là. Si nous, on arrive à avoir cette réflexion-là, évidemment, là-bas, c'est pareil, quoi. Ça fait des années et des années qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, qu'ils n'arrêtent pas de le vivre, qu'ils n'arrêtent pas de le réfléchir et qu'ils l'ont acté. Autre enjeu très important de cette révolte qui est en train de se passer en Iran, en fait, il faut comprendre que ce pays-là a un grand rôle à jouer au niveau international. Prenons un exemple. Le Venezuela. C'est un autre pays sous blocus états-unien qui a une énorme réserve de pétrole mais pas de quoi le raffiner. Donc il envoie ce pétrole en Iran qui le raffine pour lui. Ce qui permet concrètement au Venezuela d'avoir un débouché commercial malgré la pression états-unienne et donc de gagner en indépendance, de gagner en force et d'éviter les trop grandes pénuries ou famines causées par le blocus. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres pays que l'Iran qui est capable de le faire. Donc il y a de belles choses à espérer en Iran pour les Iraniens eux-mêmes, mais aussi sur le plan international. Mais pour ça, ils doivent dégager leur gouvernement corrompu liberticide et se protéger de l'influence états-unienne. Ça veut dire qu'ils doivent lutter contre les mensonges, les violences et les pressions du gouvernement actuel qui ne va pas lâcher le morceau. D'autant que tu as aussi les milliardaires iraniens qui profitaient jusque-là du système pour s'en mettre plein les poches et qui vont, du début à la fin de la révolution, tout faire pour protéger leurs intérêts. Et les milliardaires, contrairement à toi ou à moi, eux, ils ont les moyens culturels, médiatiques et économiques de faire des vraies pressions. Et se rajoute à ça, évidemment, les États-Unis qui vont, quoi qu'il arrive, faire un chantage au blocus et à la guerre. Du genre, c'est bien mignon, vous avez fait la révolution, mais vu que vous avez accès à aucun marché étranger, en fait, vous allez juste tomber dans la famine. Et une révolution qui n'arrive pas à se sortir d'une famine, c'est pas une révolution qui tient longtemps. Et c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. C'est que c'est pas juste un combat féministe. C'est un combat contre leur gouvernement, contre leur bourgeoisie et contre les États-Unis. C'est donc précisément dans ce rapport de force-là où se trouve aujourd'hui le peuple iranien et c'est dans ce combat-là qu'ils ont besoin de soutien. Donc face à ça, on fait quoi ? Si on veut vraiment aider les Iraniens et faire en sorte que cette révolte-là soit totale,
d'accord, qu'ils arrivent à gagner sur tous les tableaux, c'est ça qu'on veut, en fait, moi je vous propose, si on veut savoir quoi faire, de regarder en Amérique latine, puisque dans ces pays-là, ils ont souvent un temps d'avance là-dessus. On va parler un petit peu du Venezuela et de son rapport avec Cuba. Après la révolution socialiste par les urnes, on le rappelle en 1999, le Venezuela vit une période d'instabilité entre sanctions états-uniennes et tentatives de coup d'État militaire de l'opposition. Pendant ce coup d'État-là, le palais présidentiel est attaqué et Chavez est obligé de se rendre. Il est emprisonné par l'opposition qui annonce que Chavez démissionne de son poste de président. Sauf qu'en réalité, il n'a pas démissionné, Chavez. Il n'a pas démissionné, il s'est juste fait kidnapper par l'opposition. Mais à ce moment-là, personne ne le sait. Et c'est à cet instant-là que les Cubains se bougent. Ils interviewent la fille de Chavez qui affirme qu'il n'a pas démissionné et qu'il faut venir le soutenir pour le libérer. Les Cubains diffusent cette interview partout et elle se met à circuler, y compris dans la société vénézuélienne. La nouvelle se répand, les Vénézuéliens descendent dans la rue et viennent libérer leur président. Donc Cuba, qui est pourtant sous blocus depuis les années 60, soutiennent concrètement et matériellement le Venezuela. Comment ? En mettant à leur disposition leur système médiatique que les Vénézuéliens n'avaient pas encore développé. Autre exemple, le but du blocus est d'étouffer tellement l'économie d'un pays qu'il reste dans un état de sous-développement avec des famines et des pénuries qui pousseraient en théorie la population à se retourner contre leurs dirigeants. Dans les faits, le blocus ruine, c'est vrai, l'économie du Venezuela. Ce qui pose un gros problème au niveau de la santé puisqu'ils ont très peu d'industrie pharmaceutique et que leur médecine a beaucoup de retard. C'est là où Cuba arrive encore une fois pour mettre à disposition ses médecins et son industrie pharmacologique permettant de soigner des millions de personnes. Et pareil pour l'éducation d'ailleurs, ils ont envoyé des milliers de profs au Venezuela et globalement dans toute l'Amérique du Sud pour apprendre à lire aux populations les plus isolées et les plus pauvres. Et en échange, Cuba avait accès à une partie du pétrole vénézuélien avec une belle ristourne. Conséquence, par la coopération internationale, le chantage du blocus est en partie court-circuité dans ces deux pays-là. Ce que je veux vous démontrer par ces exemples-là, c'est quelque chose de très simple. C'est que si on veut soutenir une population qui vit sous la menace d'un blocus, ça ne sert à rien de juste être solidaire, ça ne sert à rien de juste les soutenir en faisant un tweet machin, parce que les tweets, en fait, ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas les tweets. Si on veut vraiment les soutenir concrètement, il faut coopérer avec eux à l'échelle internationale pour leur mettre à disposition nos savoirs, nos techniques et notre industrie. Et donc ce qui se passe entre le Venezuela et Cuba peut très bien se passer entre l'Iran et la France. Et si vous êtes vraiment dans l'idée de soutenir les Iraniens, c'est vers là où il faut aller nous en tant que Français. Alors évidemment, Macron refusera de le faire, mais imaginons qu'on prenne le pouvoir suite aux manifestations qui éclateront peut-être cet hiver. On va pouvoir leur dire au mouvement de révolte en Iran, s'ils arrivent à dégager le gouvernement, qu'on est prêt à coopérer totalement avec eux dans tous les domaines, pour leur offrir un débouché commercial pour leur pétrole et le gaz, pour les soutenir dans leur transition agricole pour ne plus dépendre d'importations de blé malgré le réchauffement climatique, pour leur partager notre industrie pharmaceutique, notre industrie ferroviaire, notre industrie automobile, pour brancher nos banques françaises aux banques iraniennes, pour les sortir de l'isolement financier, pour les soutenir à l'ONU grâce à notre droit de veto. Et là, on parle pas juste de discours, on parle pas juste d'opinion, on parle pas juste d'idées, on parle de choses très concrètes, très matérielles qui va permettre aux Iraniens, après leur révolution, de manger, de se déplacer et d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir importer ce dont ils ont encore besoin. Ça permet très concrètement de donner au peuple iranien un débouché qui n'est ni une soumission au bloc états-unien, ni une soumission au bloc russo-chinois. Et d'ailleurs, cette coopération, évidemment, elle va marcher dans les deux sens. Imagine, si on fait notre révolution, notre premier réflexe, ce sera évidemment de dégager BlackRock et McKinsey de notre territoire, de dégager la finance partout où elle est inutile et de reformer quelques monopoles publics dans l'énergie, la santé, le transport et la banque. Bref, de fait, on va mener une guerre économique qui va aller contre les intérêts états-uniens. Et bien sûr, si on fait ça, les États-Unis vont nous répondre et vont aussi nous menacer de blocus ou quelque chose d'équivalent. L'Iran sera alors un partenaire économique qui va nous permettre concrètement, là aussi, de penser notre indépendance. Si les deux révolutions aboutissent, l'Iran va pouvoir nous assurer un approvisionnement en gaz et en pétrole. Et je pense que, au-delà des grands discours qu'on peut faire, des tracts qu'on peut faire, des élections qu'on peut gagner, je crois que la question de la dépendance au pétrole et au gaz est tellement forte que c'est ça qui conditionne la réussite ou non d'une révolution. Donc si on arrive à régler ça, c'est quand même un très bon point pour nous.
Et donc quand les États-Unis vont nous menacer de ne plus du tout livrer de gaz ou de pétrole à la France, bah nous, on pourra juste leur rire au nez. Et puis aussi, s'ils veulent approvisionner l'Europe comme c'est leur plan depuis le début, et notamment l'Allemagne, bon, en fait, ils n'ont pas le choix que de passer par la France, puisque c'est nous qui avons les frontières maritimes pour ça, et que du coup, ils ont intérêt à être un petit peu gentils avec nous, sinon... nous aussi, on va se mettre à faire des sanctions. Et vu qu'il y a toujours les copains et les copines en Amérique latine et que la crise économique mondiale va pousser des révolutions dans plein d'autres pays, en fait, on ne sera pas seul. Il y aura Cuba, il y aura Venezuela, il y aura la Bolivie, il y aura sans doute le Brésil, le Mexique, peut-être un peu le Pérou, le Chili et des pays africains qui voudront sortir de la misère du FMI et du chantage de la Chine. Et c'est précisément ça qu'on appelle l'internationalisme. C'est le constat que, quoi qu'il arrive, si on veut abolir la misère dans notre société et mettre en place la démocratie, on va forcément aller contre les intérêts des impérialistes, que ce soit l'impérialisme états-unien ou l'impérialisme chinois. Ces impérialismes vont faire pression contre nous et il va falloir trouver d'autres alliances économiques, d'autres alliances politiques si on veut s'en sortir. Parce que c'est possible de s'en sortir tout seul, genre Cuba après la chute de l'URSS, c'était ça, mais c'est vraiment compliqué. Et on est à un stade aujourd'hui où il y a suffisamment de pays frères avec lesquels on peut coopérer pour espérer autre chose que ce qui s'est passé à Cuba dans les années 90. Donc l'idée, c'est d'arriver par une coopération internationale, de se libérer totalement des chantages des impérialistes étrangers. Et c'est ça la face cachée de la révolte sociale et démocratique en France, c'est ça le chantage auquel on doit faire face, et c'est ça la solution qui va nous permettre de nous sortir de ça et d'arriver à nos fins. S'il n'y a pas cette coopération internationale, on n'aura pas de justice sociale et de démocratie en France. Donc pour conclure, oui, évidemment, sans aucune ambiguïté, la révolte en Iran est une bonne chose. Et pour que cette révolte-là puisse aboutir, pour qu'elle puisse devenir véritablement quelque chose de beau et de total, cette révolte-là, elle a besoin que nous aussi, de notre côté, on puisse mener à bien notre révolution. Pour qu'on ait autre chose à envoyer en Iran que des pétitions et des articles de libération. C'est pour ça que pour moi, en vrai, la solidarité internationale, elle se fait pas à coup d'opinion sur les réseaux. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. La vraie solidarité internationale, elle se fait dans la rue, dans les ronds-points, avec un gilet jaune sur le dos. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner de la force à notre média, à nos analyses en vous abonnant, en likant, en mettant des commentaires même si c'est pour dire n'importe quoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont littéralement marquer n'importe quoi, donc n'hésitez pas à le faire. Et sachez aussi qu'on ne fait pas que des vidéos comme ça face caméra, on fait aussi des reportages de guerre et notre premier reportage est sorti il n'y a pas très longtemps. Tu peux trouver le lien en description et il s'agit d'un documentaire sur le Donbass. Et surtout n'hésite pas à partager massivement ce genre de vidéos, plus elles sont partagées dans les réseaux, plus l'algorithme de YouTube va mettre en avant et c'est comme ça qu'on va réussir juste avec quelques partages à passer de 50 000 vues à 100 000 vues ou 150 000 vues. Et vu la situation en France aujourd'hui, ça peut être pas mal si tu as des milliers de personnes en plus qui regardent ces vidéos parce que vous l'avez partagé. Enfin je dis ça, voilà quoi. Vous faites ce que vous voulez. Sur ce, des bisous et à la prochaine.